Sans plus attendre, donc j'accueille Jean Ducasse-Lapérouse. Jean Ducasse-Lapérouse est ingénieur de recherche, c'est cela? Au laboratoire de recherche des monuments historiques. Alors, je pense que tout le monde connaît le laboratoire de recherche des monuments historiques, créé dans les années 1970 pour accompagner tous les travaux de restauration et d'intervention sur les monuments historiques avec plusieurs domaines de spécialisation, la pierre, le vitrail, la peinture murale, peinture de chevalet, autres, etc. Et une division béton créée donc par Elisabeth Marie-Victoire et repris aujourd'hui en partie par Jean Ducasse. Alors Jean Ducasse, ça va nous parler plus ce que disait Bernard, de la problématique de la corrosion des armatures, enfin disons les moyens qui sont mis en œuvre pour, l'analyser et surtout aussi, pour suivre leur évolution dans le temps. C'est ça, hein, le travail qui est en cours. Voilà, vous avez un quart d'heure, Jean Lucas, bon courage. Merci pour l'introduction. Donc, je remplace, Élisabeth Marie-Victoire qui malheureusement n'a pas pu se libérer, et être parmi nous, à son grand regret. Donc, je vais présenter, aussi des résultats qui sont en grande partie issus des études, du LERM CETEC. Donc, pour contextualiser à nouveau, sur la problématique, la corrosion des armatures, c'est la cause principale, des pathologies que l'on observe dans le béton armé en général, hein. C'est pas une nouvelle. La formation des oxydes, et de la rouille, c'est un caractère expansif qui contribue au gonflement du béton, aux fissurations et pourfrures et cetera. Donc c'est des grosses pertes, de matière, qui sont engendrées par cette pathologie. On a déjà présenté un petit peu, un des mécanismes, la carbonatation, donc cette altération de la matrice cimentaire qui favorise, et qui expose les aciers dans cette zone carbonatée à la corrosion. Donc ici pour, la tour Perret, c'est une des principales causes d'altération, cette corrosion liée à la carbonatation. Alors, il y a des origines chimiques, une très forte carbonatation, il y a des sous-enrobages, des pollutions sulfatées, on l'a dit. Il y a aussi des problèmes mécaniques qui ont été présentés ici avec la dilatation thermique différentielle entre les aciers et le béton. Il y a aussi des ruptures de câbles, peut-être avec, une corrosion et un sous-dimensionnement de ces câbles et une poussée vers le vide. Donc, ici, moi, je vais plutôt vous présenter, les techniques de diagnostic, de corrosion et tous les enjeux qui se posent autour de cette problématique. Alors d'abord, la corrosion, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est une réaction, électrochimique, alcaï réaction. Il se crée en fait une pile à la surface, de notre acier d'armature avec une zone anodique où va se produire, les produits de corrosion et une zone cathodique et entre ces 2 zones-là, on le voit sur ce schéma, on a un échange des électrons qui vont circuler dans l'acier et des ions qui vont circuler dans le béton. Donc on a une zone anodique avec des potentiels électrochimiques très négatifs et moins électronégatifs à la cathode. Donc si on comprend ces processus, on a des outils pour le diagnostiquer. Les principales méthodes, alors c'est des techniques non destructives, ponctuelles qu'on vient, appliquer in situ. Ici, c'est quelques exemples, de suivi de corrosion sur des murs d'essai qui sont exposés aux zones de marnage, donc dans de l'eau de mer et on vient mesurer des potentiels, on en tire une probabilité de corrosion. Le potentiel électrochimique, ça nous permet de différencier des zones, des aciers avec différents équilibres électrochimiques. Ça nous permet de voir dans les zones les plus électronégatives, les zones qui sont susceptibles d'être des anodes, c'est-à-dire là où la corrosion se passe. On a aussi des mesures de résistivité. La résistivité, c'est la caractéristique du matériau à s'opposer aux échanges de courant. Donc on l'a vu pour un béton, ça va être sa caractéristique à s'opposer à ces circulations d'ions. Donc il va conditionner, les cinétiques de corrosion. On a aussi des mesures qui permettent de mesurer le courant de corrosion. Le courant de corrosion qui est lié à, on l'a vu tout à l'heure, la circulation des électrons dans les aciers. Alors toutes ces mesures, ce sont des mesures qui sont instantanées, je l'ai dit, et on n'a pas, d'indication d'évolution dans le temps. C'est une mesure ponctuelle à l'instant T et ce qui nous intéresse, c'est, d'avoir un suivi plus large. Si on vient faire des mesures, juste après un épisode pluvieux, on va avoir un béton qui va être saturé d'eau, donc qui va être moins résistif. Mais si on fait la même mesure, en plein été, très sec, on n'aura pas du tout les mêmes, cinétiques de corrosion. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à suivre cette corrosion dans le temps. Donc tous ces défis, voilà, le suivi de la cinétique et l'intensité de la corrosion dans le temps, ce qui a nécessité, le développement d'outils et de techniques, donc des capteurs dédiés à mesurer cette corrosion et des systèmes d'acquisition et de traitement, donc un enregistrement et recueil des données.
Et pour, assurer cette fiabilité, c'est de comparer ces monitoring avec des essais croisés classiques, en contrôle non destructif, les CND là, qui ont été présentés à la diapo précédente. Donc pour la tour Perret, c'était un grand chantier, un champ d'expérimentation assez intéressant qui a été, le théâtre d'expérimentation avec ici la mise en place d'une instrumentation, pendant 2 ans, entre, décembre 2019 et décembre 2021. Il y a eu, 8 sondes, Diamond qui ont été posées par, le LERM-CTEC. Donc ici, vous voyez sur le schéma de la tour, les petits points verts, ce sont les sondes Diamond qui ont été implantées, avec, 2 stations miniaturisées en jaune ici, qui vont recueillir les données de ces sondes et également mesurer la température et l'humidité ambiante. On va le voir, c'est important d'avoir, tous ces facteurs. Donc on va avoir 4 zones de mesure, des mesures qui ont été posées, à peu près à 10 mètres de hauteur, poteaux sud-est, nord-nord, ouest-nord-ouest et 2 poteaux ici à, 51 m 80. Donc ici, vous voyez, la coupe, au niveau du rez-de-chaussée, les piliers qui ont été instrumentés et ici. Donc on voit tout de suite qu'on a des orientations différentes et ce qui va expliquer aussi les résultats différents que l'on a mesurés dans ces différents capteurs. Ici, vous avez les images, donc ici la partie basse de la tour avec, les implantations des sondes dans les piliers, avec la centrale d'acquisition et ici les sondes implantées dans la partie sommitale. Donc voilà, ce sont ce genre de courbes que l'on peut obtenir. D'abord, en haut, vous avez la résistivité du béton, donc sa capacité à s'opposer aux échanges de courant. Donc on voit qu'il y a des variations, de plusieurs ordres. D'abord, journalières, des fluctuations assez, rapides. On a ici une chute, une perte de contact même et puis après à nouveau une reprise du contact des mesures et une augmentation au niveau de la résistivité. En parallèle, vous avez la mesure du potentiel de corrosion. Ici aussi des petites fluctuations et puis quelques petites, chutes, du potentiel. Et enfin, la mesure également mesurée en continu, c'est, en micromètres par an, c'est la vitesse de corrosion. C'est-à-dire, on mesure le courant de corrosion qui circule dans les aciers à l'emplacement des sondes, qui va nous déduire une perte, liée à la corrosion de section d'armature. Donc ici, on a des valeurs qui sont quand même très faibles, en dessous de 2 micromètres par an, voire 1, donc c'est une corrosion qui est considérée comme négligeable, voire nulle. Donc ce qui signifie qu'à l'emplacement des capteurs, il y a très peu de corrosion. Évidemment, toutes ces mesures, il faut les regarder avec, les mesures de température et d'humidité qui permettent d'expliquer, une grande partie des fluctuations que l'on a vues. On a vu ces petites fluctuations, journalières, en fait, c'est lié aux variations d'humidité et de température. Les épisodes pluvieux aussi, qui se répercutent directement en humidifiant le béton, on voit les chutes de résistivité du matériau. Ici, ce sont les résultats, similaires pour la partie, haute de la tour. Donc encore en haut, la résistivité. Donc on voit au début des mesures, pour les sondes S5 et S6, la résistivité qui augmente et qui est très, très haute, autour de plus de 5000, ohms-mètres. Donc c'est considéré pour un béton très résistif. Donc ça s'explique aussi, aux orientations. On voit que ces capteurs sont implantés sur un poteau qui est assez à l'abri, exposé au vent, donc qui est en conditions très sèches, ce qui pourrait expliquer ces valeurs, très importantes de résistivité. On a également des bétons qui sont carbonatés, ce qui explique aussi ces valeurs, très hautes. Et aussi on a le suivi, également en bas du potentiel, électrochimique, donc qui fluctue aussi et qui se stabilise après, autour des valeurs, la plupart autour entre -200 et -300, millivolts. Et les courants la vitesse de corrosion, exprimée encore en micromètres, par an, donc une corrosion qui est relativement, négligeable, voire nulle. On a aussi malheureusement une perte, des mesures à partir de décembre, 2020. Donc et toujours en parallèle à regarder ces variations de température et d'humidité, on peut noter aussi des températures extrêmement négatives, enfin proches de zéro, qui peuvent aussi expliquer, les problèmes de contact et les fortes, résistivité que l'on peut avoir à certains moments. Donc, pour, synthétiser un petit peu toutes ces valeurs, on a, 4 zones qui ont été instrumentées avec différentes orientations et élévations pendant 24 mois. Donc ça a permis d'avoir des zones, où on a pu tirer pas mal de leçons. On voit que les potentiels, sont relativement modérés, en partie haute, -200, -300 millivolts par rapport à une électrode de référence. En partie basse, c'est un peu plus électronégatif. Est-ce que les variations sont paraissent essentiellement liées à ces zones qui sont asséchées, exposées au vent en partie haute de la tour, où on a ici des résistivités très élevées et globalement des corrosions qui ont été mesurées négligeables.
Donc c'est, intéressant d'en tirer, ici on a des fortes variations d'enrobage et d'hétérogénéité dans cette structure et les zones qui ont été sélectionnées, on a des zones qui sont relativement saines avec des bons enrobages, avec des bétons, qui ne présentent pas de signes, de corrosion, d'altération. Donc ici, la corrosion est lente et heu et malgré la probable carbonatation du béton. Donc c'est aussi toute l'importance qu'il a de choisir, et de sélectionner les zones d'instrumentation puisqu'on voit que c'est très lié aux orientations, aux expositions aux intempéries et aux conditions, du béton. Donc toutes ces études ont levé plusieurs, ont apporté beaucoup de réponses, de questions et amorcé aussi beaucoup de futurs projets. Les sondes Diamond ont montré un bon potentiel pour mesurer, beaucoup de paramètres. Ici, potentiel, résistivité, vitesse de corrosion, mesurés simultanément, avec ces stations captées qui ont permis, d'acquérir les mesures, de les enregistrer et également de mesurer la température et l'humidité. Et toutes les problématiques encore explorées, c'est la sélection des zones les plus pertinentes pour monitorer la corrosion sur toute une structure, être représentatif pour un diagnostic correct, faire attention aux pertes de signal qui sont assez intéressantes qui sont liées aussi, à toutes ces aux conditions inhérentes au chantier, aux conditions d'assèchement de l'interface. Il y a peut-être aussi un petit problème, de ce différentiel thermique qui a peut-être conduit à des pertes de contact entre les aciers et la matrice cimentaire. Alors ce sont des hypothèses, hein, tout ça et il faudrait également, comparer avec les méthodes, ponctuelles, de CND avec, les monitoring pour, voir si on obtient bien les mêmes, conclusions. Donc, les perspectives, le diagnostic de corrosion, c'est quand même un sujet, assez important, pour le génie civil. Au laboratoire et au LRMH et avec différents partenaires, on développe beaucoup ce genre de thématiques. On a eu le projet européen REDMONES il y a quelques années, qui ont conduit aussi au développement de sondes, que l'on vient poser sur, les monuments en béton armé pour mesurer cette vitesse de corrosion. On a le projet, PERFDU et HR Décision qui sont actuellement en cours, où là, on a coulé des murs d'essai en béton avec des capteurs qui sont noyés dès la conception dans les murs d'essai. On a aussi, suivi la corrosion, dans des murs qui sont exposés aux zones de marnage, ici au pied de la tour Saint-Nicolas à La Rochelle. Donc on vient comparer les mesures, obtenues, en ponctuelles avec le CND, avec les mesures de monitoring. On a les POGIA POS et Canopée, là, qui ont quelques années déjà, mais qui sont toujours suivis. On a pu suivre ici avec une sonde, l'évolution de la carbonatation et on a actuellement cette année, lancé les projets Corbam et Maestros, tout ça autour, de cette grosse thématique du monitoring de la corrosion et le chantier de la Tour Perret à cet égard a été assez, innovant, c'est un chantier expérimental assez important. Il a contribué au développement de ces nouveaux capteurs, de cette approche du diagnostic de corrosion. Avec des solutions avec tout aussi en dehors de la corrosion, on a aussi développé énormément de solutions innovantes. Donc je vais laisser les autres, intervenants de ce colloque parler plus en profondeur, avec des protocoles, de restauration assez optimum et puis cette synergie qu'il y a eu entre tous les acteurs, ici c'en est l'illustration, je présente les résultats, obtenus, grâce au LERM-CTEC, qui ont été partagés, avec le LRMH par exemple et on a pu discuter, des résultats. Et ce qui m'amène à remercier, tous les acteurs, de tous ces projets de recherche, tous les soutiens financiers et techniques, les industriels qui nous soutiennent dans ces projets, les maîtres d'ouvrage, la Tour Perret, la ville de Grenoble, le CESE, la Villa 2027, qui sont des ouvrages qui ont beaucoup contribué à notre, échelle, pour comprendre, et diagnostiquer la corrosion sur les monuments historiques et un grand merci au LERM-CTEC qui nous a partagé ces données, concernant la Tour Perret. Donc, merci de votre attention et ouvert à toutes les questions. François? Bonjour, à nouveau à tous. Merci de m'accueillir pour, présenter l'important travail, qui m'a occupé pendant quelques années sur Grenoble, concernant la restauration, l'étude et la restauration de la tour Perret. Bon, maintenant que ça se passe, on va y préciser donc, restaurer et conserver les œuvres du XXe siècle en béton armé est un nouveau défi ou un défi renouvelé, notamment vis-à-vis de la charte de Venise qui est notre document de référence qui impose de conserver la matière originelle pour l'essentiel ou de traiter les vestiges
selon le principe de cristallisation. Avec le béton armé, une certaine difficulté se présente, dans la mesure où le béton armé, comme son nom l'indique, est composé de 2 éléments, donc l'acier et le béton de ciment. Ils forment un couple merveilleux jusqu'au jour où les conditions environnementales, à savoir notamment le pH, fait que l'environnement protecteur que constitue le ciment n'est plus opérant vis-à-vis de la corrosion des aciers, et donc un cycle infernal se déclenche qui, sans intervention, doit mener à la perte de l'ouvrage. C'est une difficulté particulière en ce qui concerne ce matériau, euh, qui comprend donc qui engendre donc une première difficulté donc de dégradation matérielle à mettre en perspective vis-à-vis des solutions réparatoires et de la disposition des produits, notamment de protection du béton armé, qui évoluent au rythme de l'émergence, l'utilisation, l'obsolescence et l'abandon. En ce qui me concerne, et en liaison avec CETEC Lerm, avec qui j'ai travaillé depuis 25 ans sur les ouvrages en béton armé, notamment sur les ouvrages de Le Corbusier à Marseille. Je vis à quelque chose près la 4e génération de produits ou de méthodes qui ont été testés, utilisés et abandonnés. Je citerai donc la réalcalinisation, qui semble être non pas un Graal, mais sans jeu de mots, mais une piste très rassurante qui, en quelques années, a été considérée comme non efficient dans le temps, et notamment un chantier sur l'unité d'habitation de Marseille a permis de mesurer la repolarisation assez rapide du béton après un traitement par réalcanisation. Je préciserai que cette expérience s'était faite dans le cadre d'un essai, un chantier test, qui nous a permis de ne pas appliquer la solution sur l'ensemble de l'unité d'habitation et de l'abandonner, ce qui, dans l'hypothèse où il aura été appliqué, a été non seulement une perte d'argent, mais une perte de durabilité de l'ouvrage. Tout ça pour dire que les études préalables et les chantiers tests, indépendants du chantier principal, me semblent être une condition indispensable et nécessaire au succès d'une entreprise de restauration d'un monument historique en béton. En effet, si les tests et les recherches de solutions sont menés dans le cadre du chantier, on a une pression temporelle, une pression financière qui fait que on ne va pas au bout des choses, et le grand confort que l'on a eu sur l'unité, la tour Perret, c'était d'avoir la liberté de rechercher et soumettre à l'essai un certain nombre de solutions, indépendamment de l'engagement des travaux sur un marché principal d'entreprise. Donc le dilemme de la conservation de la matière originelle, périssable, ou du renouvellement à l'identique, légitime mais sans garantie de pérennité, constitue donc un cadre dans lequel s'est opérée cette opération. La tour Perret est, comme ça a été dit, un monument historique depuis quelques décennies. Les intentions de la restaurer ont émergé, et la question des solutions était joué le rôle de frein, mais bénéfique dans la mesure où un certain nombre de recherches
de tests et de mise en situation ont pu être faites à cette occasion. Donc là, la tour, alors je reprendrai pas une description, qui a été très bien faite par mes collègues, historiens de l'architecture et notamment Cédric, qui connaît bien l'ouvrage. Était la tour est un manifeste du béton armé, qui dans une compétition entre les tenants de la tour en acier habillée telle qu'on la ré pratique aux États-Unis et la tour en béton armé de Grenoble, qui est une première dans cette dimension, est renforcée, par, le caractère de manifeste de cette, tour, colonne, qui s'exprime un peu comme un point d'exclamation. À la fois une tour-colonne et un point d'exclamation. La colonne, bien sûr, dans le fait que l'on a la décomposition de l'élévation en une base délimitée par le auvent du rez-de-chaussée, un corps donc vertical et très élancé, qui comprend, ce que je désignerais comme des pseudo-cannelures, donc ces espaces, rayonnants qui, rappellent, que Perret plus un classique qu'un radical moderne dans ses références. Ensuite, on a la corbeille du niveau 60 mètres, donc qui rappelle, le tailloir d'un chapiteau, jusqu'à, présenter l'entasis, c'est-à-dire sur les piliers principaux, une profondeur qui va en dégradant entre le premier tiers et le 3e tiers, où les piliers, heu, connaissent une réduction de dimension, comme c'est le cas sur les colonnes. Heu, le la tour donc, ça a été dit, c'est largement dégradé dans ses extérieurs pendant les 60 la bande qu'elle a connue. Par contre, certaines parties, comme notamment les intérieurs, sont restées intactes au point qu'on avait envisagé à un point de réutiliser des ascenseurs qui n'ont vécu que et fonctionné que pendant 36 ans, ce qui est assez faible dans durée pour un ascenseur. Bon, ça ne s'est pas fait pour des raisons techniques et tout ça pour dire le paradoxe de cet ouvrage qui a servi très peu de temps, qui a gardé sa fonction et qui, et se présentait comme, un élément dichotomique entre une partie extérieure très dégradée et une partie intérieure très bien conservée. Si on veut caractériser la tour Perret, donc c'est un édifice majeur bien documenté. Je rappellerai que l'on dispose de la totalité des archives, y compris l'exécution de la tour, donc c'est une ressource très, très précieuse. La tour est un tube monolithe en béton armé, le premier au monde dans ses dimensions. La construction est rationnelle, ossature et remplissage. Coffrage modulaire pour une mise en œuvre rapide, avec le rappel de la construction qui s'est déroulée sur 11 mois seulement. Donc ça fait rêver quand on considère les délais nécessaires à mettre en place une opération de ce type. Donc à l'époque, on a fait le tour de force de réaliser la tour en 11 mois. La tour a conservé sa fonction initiale de belvédère, donc n'a pas subi de transformation particulière. La tour est exposée et accessible sur toutes ses faces. Elle présente donc la quasi-totalité des types de dégradation existantes, répartis selon la mise en œuvre, l'orientation, la hauteur. Elle a défini sa restauration comme une opération pilote, transposable à d'autres édifices moins singuliers. Donc c'était une volonté de la maîtrise d'ouvrage de projeter donc les travaux de restauration de la tour au bénéfice donc du corpus qui constitue les édifices du XXe siècle en béton armé. Donc voilà l'état de l'ouvrage quand on l'a abordé donc pour procéder aux premières études d'études techniques donc qui ont débouché sur le projet. Donc c'était une zone interdite, dangereuse, où j'avais même personnellement
alerté sur le fait que faute d'une intervention rapide sur la question de la consolidation de la tour, commencerait à se poser la question de sa conservation matérielle, compte tenu du danger public qu'elle pouvait représenter dans le parc Mistral qui reçoit du public. Donc, l'opération a commencé par toute une batterie de reconnaissance, d'études, de mesures, donc telles que ça a été présenté par par CETEC et le laboratoire de recherche des monuments historiques, où nous avons recherché à caractériser donc les dégradations très importantes que présentait la tour avec, tel qu'on le voit sur la représentation de droite, donc les aciers principaux, décollés de la structure, donc ayant poussé au vide, et les aciers secondaires, donc les cadres, soit disparus, soit très corrodés. Pour ne pas faire offense à, Auguste Perret, qui était architecte et entrepreneur, on peut considérer qu'en fait la seule erreur de conception que l'on peut pointer sur la tour est le sous-dimensionnement des cadres. On voit que des cadres de 6 millimètres étaient destinés à éviter la poussée au vide de fer de 30 millimètres. La disproportion est flagrante. Il est probable que cette disproportion est à l'origine, en tout cas de l'amorçage du phénomène de dégradation par corrosion, avec une dégradation que l'on pourrait qualifier de physique plutôt que physico-chimique. Sur l'image du centre, donc on voit en rouge les pertes de matière très importantes, sur lesquelles il faut considérer que les parties manquantes étaient encore présentes en 1950, donc à quelques années de la fermeture, et que les parties qui ont disparu, selon ce schéma, sont les mortiers de 1952, qui n'ont pas donc assuré une prise suffisante sur le béton mère principal, nonobstant donc les phénomènes de corrosion et de poussée au vide. Donc l'ouvrage est très exposé. Donc là, on est au niveau de la corbeille à 60 mètres de haut. On voit que les ouvrages en béton sont extrêmement exposés, et ce qui justifie donc un état de corrosion et de dégradation important. Alors, plus dans le détail, donc la question du ferraillage, qui est le siège donc de l'amorçage de la dégradation principale, présente certaines caractéristiques que l'on voit bien sur l'image de droite. On voit une accumulation, une superposition de fer de 30 millimètres en faisceau, où on se demande où reste la place pour le béton. Donc il y avait pratiquement plus d'acier que de béton, notamment au droit des recouvrements. Donc la construction était très rationnelle. En ce qui concerne le ferraillage, il y avait des passes de 11 mètres avec un recouvrement de 7, me semble-t-il, mais c'est à préciser. En tout cas, c'était rationnellement distribué de cette manière, ce qui fait qu'on a, au droit des recouvrements, qui faisaient j'ai plus la valeur en tête, la longueur en tête, donc une zone de fragilité où se sont déclenchés les phénomènes de corrosion et de désagrégation du béton. Voici une vue de la sous-face de ce qu'on appelle la casquette, donc au rez-de-chaussée, et le corroyage des aciers de renforce, enfin les armatures du béton sont visibles avec la perte complète du parement. Donc ces parties très dégradées de la casquette ont fait l'objet d'une reconstruction avec conservation d'une travée de référence en moins mauvais état, pour permettre de garder partout où des travaux
de réflexion été menée de conserver la berme témoin pour utiliser un terme d'archéologie. Donc là, l'élément intéressant de décor accompagnant l'architecture, donc les points cardinaux sont réalisés en béton avec des sections très fines, également assez dégradées. Donc j'ai évoqué la batterie de diagnostics qui ont été entrepris. Donc pour synthétiser, il y a un petit doublon avec mes prédécesseurs au micro, et c'est pour donc synthétiser les choses. Donc sur les causes principales de dégradation affectant les piliers principaux. Donc la carbonatation, bien visible sur l'image de droite, correspond à un test de phénolphtaléine où on voit que l'acier de l'armature présent, il s'agit d'un élément de cadre, se trouve dans la zone carbonatée dont le pH est supérieur aux parties encore protectrices qui sont en rose. Sur l'image de gauche, donc on voit les cadres et l'expression de poussée au vide des fers principaux liés à la disparition ou à la dégradation très, très forte du, des cadres secondaires. Alors, sans rentrer dans le détail, donc cette image illustre bien l'exhaustivité des mesures. Donc là, c'est la vitesse de corrosion, mais c'est une batterie de tests et d'analyses ont constitué l'essentiel des, des études préliminaires. Il a été évoqué la question de la dilatation différentielle, donc qu'un sujet qui nous est apparu au regard du caractère physique des dégradations supérieures au phénomène de corrosion. Donc il est apparu qu'il y avait un décalage dans les phénomènes de dilatation et retrait suivant les expositions à des températures différentes, selon que l'on regarde ce qui se passe au niveau du béton ou des armatures. On a pour habitude de considérer que la dilatation est homogène entre l'armature et la pâte cimentaire. Donc les études qui ont été faites montraient certains décalages, et notamment de manière assez poétique, sous l'effet de la pluie de printemps, où les changements de température liés à un épisode pluvieux atteint le béton de surface avant de concerner les armatures plus profondes. Et ce décalage dans le temps génère un cisaillement qui peut justifier donc l'amorçage d'un phénomène de décohésion du matériau. Alors je ne commenterai pas ce schéma qui n'a que le schéma suivant, qui n'a que pour destination de représenter le foisonnement des études qui ont constitué le socle de la tranche d'essai déployée ultérieurement. Le programme a été défini, donc comme on l'a indiqué, la tranche d'essai s'est déroulée indépendamment du chantier principal et préalable à lui. Et donc le programme architectural ou de restauration a été établi donc postérieurement à cette tranche d'essai qui a permis d'avoir des idées plus claires sur les phénomènes en cours. Donc les objectifs étaient rétablir la tour dans son intégrité architecturale et structurelle, rétablir la fonctionnalité de tour d'observation, ce qui n'était pas très compliqué, dans la mesure où la fonction n'a pas subi de modification. Rendre une espérance de vie conséquente au monument, donc ce qui est l'essentiel, asseoir la restauration sur des choix techniques et esthétiques raisonnés. Ces attendus imposent la mise en œuvre d'une tranche d'essai, comme ça a été indiqué. Donc la tranche d'essai
a fait l'objet d'un marché, d'un cahier des charges et d'un marché. L'idée était de couvrir le maximum, de typologies de matériaux et de mise en œuvre avec un minimum de surface. Donc la tranche d'essai s'est réalisée donc, en partie basse, donc dans le premier tiers de l'élévation du corps de la tour, inclut donc les différents, aspects, liés au béton armé, à savoir les piliers principaux, donc les les cannelures, les têtes de cannelure, pour reprendre l'image que j'ai utilisée précédemment. Les piliers principaux, les corps de piliers secondaires, notamment ce que l'on appelle les épines, qui sont les corps triangulaires de part et d'autre des piliers principaux carrés. Les remplissages en claustras, qui, contrairement à ce que l'on pensait, sont armés et non pas, uniquement, moulés, et empilés et assemblés par clavetage. Donc ça, c'est l'un des acquis de la tranche, d'essai. Et ensuite, donc les éléments d'enrayure, donc sont les éléments qui, entretoisent l'élévation de la structure, en 3 niveaux. Donc, la tranche d'essai est montée jusqu'à la première rayure et donc a démarré au niveau de la casquette sans pardon, sans inclure celle-ci. Donc le programme qui était établi permettait de répondre à un certain nombre de questions qui, touchaient, principalement à la stabilité, considérant que les 8 piliers principaux étaient tellement dégradés qu'on pouvait s'interroger sur la stabilité d'ensemble de l'ouvrage. Il a été mis au calcul en l'état, donc, en mode dégradé, de manière surprenante, puis ça, c'était à mettre au crédit de Perret. Malgré ces dégradations moins importantes, la mise au calcul de la structure en mode, dégradé, donnait des résultats de stabilité acquise, avec uniquement, en cas de séisme, des dégradations sur les remplissages et non sur la structure principale. Ce qui était le plus fragile était considéré comme étant les claustras, et le fait de savoir s'ils étaient armés ou non, ont une importance, capitale, de ce point de vue-là. Alors l'ouvrage principal donc étudié, dans le cadre de la tranche, d'essai, consistait à, dans l'ensemble des piliers, principaux rectangulaires, les plus opérants en termes de stabilité et de support de la tour, et en d'état de dégradation. Autre élément, à rechercher, c'était de savoir si, en termes d'intervention, le fait de travailler en pied de tour et de dégrader, même avec un phasage, de traitant un pilier après l'autre, on ne mettait pas en cause la stabilité générale de l'ouvrage. Il a donc fallu, vérifier et imaginer un dispositif permettant d'entretoiser les 8, porteurs principaux, afin d'en assurer la stabilité pendant la période d'affaiblissement nécessairement, appliquée aux piliers dont la restauration devait se faire un par un. C'est, illustré par cet, ouvrage extraordinaire de mécanique qu'est l'entretoise intérieure, réalisée au droit d'une enrayure, pour, permettre de travailler sur un pilier et de reporter les charges, donc, non reprises par le pilier en cours de restauration, sur ses voisins, donc de manière à assurer la stabilité générale. Donc c'était une question primordiale, donc sur les conditions de maintien de la stabilité, pendant les travaux. Autre enjeu, la question des matériaux et de leur mise en œuvre. Donc nous sommes sur du béton armé, donc granulat, on a évoqué,
Bernard Quinet a évoqué le bassin versant alpin qui, donc apporte une diversité importante de matériaux en géologie, en texture, en calibre, en et en dimension. Donc ça s'agit d'éléments roulés de différentes provenances, donc des bassins versants alimentant les alluvions de la région de Grenoble d'où étaient sourcés les matériaux. Donc en ce qui concerne ces matériaux, donc l'existant était caractérisé selon les caractéristiques physiques, l'ouvrabilité et l'aspect. En ce qui concerne la mise en œuvre, donc du béton, qui nécessairement allait être, remplacé sur les piliers principaux, plusieurs questions se posaient sur, la mise en œuvre avec, une mise en œuvre coffrée, ce qui pouvait se concevoir ou un béton projeté, donc méthode, radicalement différente, mais qui présente, des avantages et des inconvénients qu'il a fallu maîtriser. Enfin, la question de l'enrobage, avec la question de l'épaississement de la structure ou du déplacement de ces de ces de ces armatures. J'y reviendrai plus dans le détail. En ce qui concerne les matériaux, donc, il y a une prospection a été menée pour, trouver des matériaux qui soient compatibles et notamment en termes de calibre, d'aspect et surtout de non-réactivité pour ce qui est de la réaction l'alcali-réaction que l'on voulait éviter, qui nous a conduit à faire des choix, notamment de ciment. En ce qui concerne la formulation du béton, donc l'idée c'était d'identifier la meilleure formule qui à la fois servait la stabilité et surtout la compatibilité avec le béton, original, en recherchant donc une adhésion ou une adhérence, intime entre le béton rapporté et le béton, d'origine. Deux pistes ont été, identifiées. Donc un prémix industriel qui comportait de nombreux bénéfices, notamment le fait d'être, normé et un élément négatif qui était dans la notice descriptive qui définissait les granulats comme étant potentiellement réactifs. Donc ça a été un point dur sur lequel nous avons souhaité, certes conserver les éléments, bénéfiques, mais, s'abstraire du risque d'une alcali-réaction qui aurait été catastrophique sur la structure de la tour dans le temps et en, apportant un point de faiblesse sur, la recherche de pérennité de l'ouvrage. Donc la deuxième piste qui a été travaillée, non sans difficulté pendant la tranche, d'essai, c'était de définir une formulation de béton forain adaptée en termes de caractéristiques, physico-chimiques, mais, démunie de du risque d'alcali-réaction, que l'on avait dans la solution prémix. Donc c'est une disposition qui a été complexe, non pas techniquement à mettre au point, mais plus administrativement, dans la mesure où le fait de ne pas rentrer dans un cycle et un process industriel pouvait, empêcher de disposer de la garantie, du produit. Donc ce qui a fait l'objet de nombreuses discussions avec les fournisseurs. Et enfin donc, quasi le point principal qui a justifié la 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 tranche d'essai, donc c'était la question de l'enrobage. Donc le déficit d'enrobage étant identifié comme, le point d'origine des dégradations par, corrosion poussée au vide. La valeur d'enrobage moyen était de l'ordre de 2 centimètres
donc inférieur au minimum requis. Hem et donc nous avons réfléchi sous la surveillance et l'autorité du et la participation active du que comité scientifique. C'est la question de la manière d'obtenir un enrobage correct que l'on visait à 4 centimètres en partant d'une disposition architecturale où la profondeur d'enrobage existante était de seulement 2 centimètres. Donc assez rapidement a émergé donc une solution qui était celle de l'épaississement, c'est-à-dire rajouter en maintenant, les aciers à leur disposition, position existante, de rajouter de l'enrobage, ce qui signifiait de déposer de la matière et rapporter donc du mortier pour, obtenir donc un enrobage de 4 centimètres. Plusieurs, aspects de cette, démarche nous ont paru, critiques. Un, l'augmentation de la masse, dans la mesure où l'épaississement, apportait une charge supplémentaire de l'ordre de 70 tonnes, premier élément. Et deuxième élément, la question du de la compatibilité donc des éléments, du matériau rapporté par rapport aux matériaux existants. La deuxième solution était plus orthodoxe en termes de respect de l'œuvre architecturale, qui était de déplacer les le lit d'armature vers l'intérieur, ce qui permettait de conserver les cotes d'origine, les cotes de Perret, donc selon les plans dont on disposait en termes de plans d'exécution, donc on avait des éléments très précis. Et donc cette, ambition de décaler vers l'intérieur les armatures pour maintenir pardon, les côtes extérieures et en augmentant l'enrobage, méritait vraiment une mise, en œuvre grandeur nature, ce qui a été fait, hem, pour vraiment valider ou non cette, cette disposition. On peut aisément, imaginer qu'une telle décision n'aurait pas pu se prendre dans le déroulé d'un chantier déjà, contractualisé et donc le fait d'être dans le cadre d'une, d'une tranche d'essai était essentiel en termes de liberté de choix, donc qui pouvait, heu, approuver ou non la disposition proposée dans le cadre de la tranche. Hem, donc le le choix a été donc de mettre, en état de comparaison ces, 2 dispositions, ainsi que le choix à faire entre le béton projeté et le béton coffré. Donc la réflexion donc sur le coffrage, donc coffrage bois, et béton, de restauration à disposer entre le nucléus conservé et le parement restitué avec, ces dispositions ressemblant très fortement aux dispositions d'origine, avec le béton brut de décoffrage, de planches, qui pouvait y être imaginé comme étant une solution traditionnelle, proche de leur du des de la mise en œuvre d'origine et qui présentait certaines, difficultés, notamment sur la question de l'adhérence entre le matériau rapporté et le nucléus en béton d'origine. Pardon. Donc, béton projeté ou béton estampé, donc, réalisé donc dans le cadre de la tranche d'essai et mis au test de l'adhérence. Les parements, donc, il y avait sorte de cahier des charges de respect des dispositions initiales de béton coffré, donc, avec à gauche le béton coulé, mais
une difficulté liée à la ségrégation des granulats, on le voit en partie basse, où on a une discontinuité la cohésion des matériaux entre eux sur une hauteur définie de l'ordre de 2 mètres, sachant que le pas d'origine était de 4 mètres. Donc la question de ségrégation sur la hauteur était tout à fait prégnant. Ou béton projeté, avec la question de l'aspect, sachant que un béton projeté ne, ne, ne présente pas de disposition architecturale fine, mais un, un rendu très irrégulier qui est destiné à pénétrer facilement au cœur des interstices du béton mer, mais non compatible avec la mise en œuvre habituelle de ce matériau. Pour aider l'aide à la décision, donc sur la question de ces des différentes méthodes, là où ont été mis au test la question de l'adhérence entre le béton rapporté et le béton conservé d'origine. Donc, sur les sections de piliers principaux ont été réalisés donc d'un certain nombre de carottages qui traversaient le béton rapporté et le béton d'origine, et avec le test en laboratoire d'évaluation de la force de cisaillement conduisant à la dissociation du béton d'origine et du béton rapporté par des carottages, donc qui ont été procédés de manière multiple sur ces différentes sections de piliers principaux, où on s'est assez vite aperçu que l'adhérence donnée par le béton projeté sur le béton mer était donc bien plus favorable que l'adhérence entre les deux bétons, les carottes se dissociant avant même d'être extraites. Donc le béton rapporté se dissociait du béton mer original par le fait une faible adhérence, ce qui se comprend assez facilement dans la mesure où la, le coulage du béton entre le nucléus et un coffrage donc, engendre des efforts tangents, alors que la projection du béton projeté génère des efforts radiants, donc beaucoup plus intimes en ce qui concerne la répartition entre les deux types de matériaux et en termes de comblement des interstices qui procurent donc la résistance au cisaillement entre les deux types de matériaux. Donc voici les carottes qui ont été extraites de ces forages et qui ont été comparées avec donc les valeurs des différentes zones, suivant que l'on se situait dans une zone de béton coulé ou de béton projeté, avec un rapport de 1 à 2 en ce qui concerne donc le différentiel d'adhérence entre les différentes couches. Enfin, une question qui a été également abordée dans le cadre de la tranche d'essai est celle la question de l'aspect, avec la recherche d'une identification, une identité d'aspect, en tout cas en vision en général, entre les dispositions d'origine, donc planche, donnant un aspect de bruine de décoffrage au béton et un léger vieillissement par sablage en dans l'esprit de rechercher une homogénéité visuelle distante
de l'ensemble des différents matériaux conservés ou rapportés, mais une lisibilité rapprochée des différentes dispositions. À l'issue de cette tranche d'essai, donc, on avait recherché des modes de réponse à 6 questions qu'on s'était posées comme programme de la tranche d'essai, sont les suivants. Donc, peut-on travailler sur les piliers principaux en pieds d'édifice sans fragiliser la structure? Donc, la réponse est oui, grâce au dispositif de frettage intérieur métallique qui recoupait l'élévation du corps de la tour, donc en 3 parties. Donc, l'idée étant de disposer ce frettage intérieur et de le déplacer suivant la progression du chantier en hauteur, avec un réemploi de ces éléments comportant des parties mobiles. Donc, ce test a permis de sécuriser l'intervention en s'assurant que la réalisation donc des réfections de piliers ne générerait pas de fragilisation ponctuelle, mais au contraire d'une répartition sur les différentes autres travées de piliers principaux pendant le travail sur une des travées. On a même pu, l'entreprise pourrait le confirmer ou le présenter dans son intervention, optimiser la réalisation en travaillant sur plusieurs piliers simultanément, alors que dans le cadre des études, on imaginait travailler sur un pilier après l'autre, ce qui en termes de de planning avait une répercussion très très importante. Deuxième question: peut-on augmenter l'enrobage en conservant les codes d'origine? Réponse: oui. Donc, je cacherai pas que, personnellement, j'ai eu une évolution dans l'appréciation de cette disposition, dans la mesure où le déplacement des armatures vers l'intérieur du corps des piliers principaux me paraissait euh, non pas dangereux, mais délicat. Et également euh, une entorse à la règle de respect des dispositions initiales, où là on illustre donc la spécificité des structures en béton dans ce qui concerne les questions d'authenticité et de réfection à l'identique ou non. Troisième question: peut-on formuler un béton chantier adapté et performant? La réponse est oui. Donc nous avons sélectionné un certain nombre de granulats et la réalisation du béton aurait pu être réalisée dans le cadre d'un dispositif normé et avec le choix du liant et des granulats sans risquer de subir des dispositions d'alcali réaction potentielles, telles que c'était le cas dans le prémix. Les résultats sont-ils reproductibles? Oui, avec une difficulté, mais reproductibles, sachant que la réalisation, mais ça sera dans une intervention ultérieure sur la question du chantier, pas la description du chantier. Une des plus grandes difficultés dans ce programme a été la réalisation de l'empreinte, de l'estampage de planches de coffrage sur le béton, sachant qu'il fallait des pressions importantes par vérinage pour imprimer les planches, la matrice de planches dans la partie fraîche du béton en surface. Donc ça a été réalisé dans le cadre de la tranche d'essai à la toute fin, mais après une multitude d'échecs, donc qui est l'adaptation du mode de mise sous presse des planches a permis d'obtenir un dispositif reconductible pour le rendu de coffret planche des piliers principaux. Quatrième question: donc quelle est la méthode la plus performante en matière d'adhérence entre les couches de béton neuf et ancien? Donc indubitablement la méthode de béton projeté
s'est imposée avec la difficulté à obtenir le rendu de planches coffrées dans une impression sur le béton projeté, sachant que ce dernier ne doit pas être manipulé ou retravaillé après sa projection. Donc, de ce point de vue-là, on a inventé un dispositif avec 2 couches d'application du béton, une partie structurelle, donc sur le jusqu'au donc du nucléus aux aciers, et une partie cosmétique qui permettait dans une faible épaisseur d'appliquer l'estampage de planches et obtenir donc une structure de piliers structurellement conforme et esthétiquement tel qu'on l'imaginait. Et donc ce dispositif de double épaisseur et d'utilisation d'un matériau dans un contre-emploi, donc est une première, donc qui est apportée au crédit de cette opération. Enfin, donc voilà, c'est la dernière réponse. Peut-on obtenir un parmentier planche en béton projeté? Oui, avec ce dispositif, donc que je décrirai plus tard dans la prochaine intervention. Donc on peut considérer que l'issue de cette tranche dont l'intérêt était manifestement indispensable, nous a permis de engager les études d'exécution, donc le bleu pro, les marchés et donc la réalisation, dans des dispositions qui auront été testées et mises au banc, préalablement à toute disposition contractuelle concernant le chantier principal, avec donc un cadre qui permettait de fixer les objectifs heu, imposés aux entreprises dans le cadre de la mise en consultation. Voilà pour ce qui est du contenu de la tranche d'essai, en précisant qu'elle ne couvrait pas la totalité des questions posées et notamment, donc là, on a beaucoup travaillé sur la question du remplacement ou confortement des piliers principaux, avec une substitution de matière, mais bien sûr se posait la question de la conservation des autres parties, les parties conservées, notamment ce qu'on appelle les épines, enfin les cordes, moulures, latérales aux piliers principaux, corps de moulure triangulaires, donc qui ont été largement conservées et dont, l'état était tout aussi carbonaté que les piliers principaux, où la corrosion était légèrement inférieure mais présente et par contre dont on souhaitait, conserver donc la matière, malgré la corrosion et le mauvais enrobage. Donc, le dispositif qui aura été finalement retenu, dans un choix, très réduit, mais j'y reviendrai, a mis en œuvre la protection cathodique par courant imposée, PCCI, qui avait l'avantage de stabiliser ces éléments, carbonatés et en enrobage insuffisant et sans intervenir sur le parement extérieur. Donc ça, c'était un élément, favorable. Par contre, il y avait d'autres éléments moins favorables sur lesquels on a travaillé d'intrusion, le dispositif étant assez intrusif, notamment surtout dans les premières mises en œuvre de l'entreprise, mais qui ont été améliorées là aussi. Il y a eu des nouveautés, des éléments qui sont apportés à l'acquis de cette tranche d'essai, qui bénéficient non seulement à la tour Perret, mais dont des retombées pourront alimenter de futurs travaux sur d'autres éléments du corpus, des monuments en béton armé du XXe siècle. Merci, je vous remercie pour votre écoute. Je renouvelle mes excuses pour ma non-présence physique et les difficultés que je peux avoir en termes de parole et de mémoire. Merci à tous et je suis libre, bien sûr, une fois disposé à répondre aux questions, je suis sûr,
Il y en aura beaucoup sur, cette question des points abordés dans le cadre de la tranche d'essai de la restauration de la tour Perret. Merci. Bravo, bravo. Bon, je sais que vous regardez votre heure, que vous avez faim. Il est 35 effectivement, on devrait déjà être à table. Néanmoins, moi je pense que, quand même intéressant peut-être, d'avoir quelques questions sur cette partie de la matinée avant qu'on développe, le projet cet après-midi. Est-ce que dans la salle, il y a des questions particulières sur le plan technique, sur le plan de la mise en œuvre du diagnostic, les différents essais réalisés, les conclusions qui ont pu être tirées, ce que vient de nous évoquer François sur la tranche d'essai? Ou est-ce que ça vous paraît suffisamment clair? Première question dans la salle, oui, allez-y. Et si vous avez la gentillesse de vous présenter à chaque fois? Oui, Jean-Louis Guénoun, donc architecte au ministère de la Culture. J'ai une question très simple, en fait. C'est simplement pour les marchés de tranche d'essai et le marché final. Les entreprises, donc, étaient les mêmes en concurrence ou il y a eu, une différenciation entre, la tranche d'essai et puis le marché final de restauration? Je pense qu'il y a les enfin, c'est plus une question de méthode, Oui, oui, maîtrise allez-y, d'ouvrage. répondre. Il y a eu, 2 consultations séparées. Une consultation pour, réaliser des travaux de la tranche d'essai et une consultation pour la réalisation des travaux principaux. Avec la liberté pour les entreprises de répondre à l'un ou à l'autre, ou les 2, dans l'application de la mise en des règles de mise en concurrence. Donc il y a eu deux appels d'offres, à 3 dans la mesure où le chantier principal a fait l'objet d'un sans suite pour la première consultation et d'évolution de marché pour la deuxième. E Voilà, donc il y a eu deux temps de consultation avec des entreprises, qui pouvaient librement choisir de répondre à l'une ou l'autre. Une autre question? Alors, bonjour, Martin Pointet, je suis architecte enseignant à l'ENSAG. Moi, j'avais plusieurs questions, bon, je les pose en vrac, puis vous verrez si vous répondez à toutes. Je me demandais, vous avez parlé d'un risque d'effondrement de la tour Perret avant les travaux. Est-ce que vous aviez une estimation de la durée de vie de cette tour, avant un potentiel effondrement? Je me demandais s'il y avait une différence de pathologie aussi suivant l'exposition des piliers. C'est-à-dire est-ce qu'il y avait des pathologies plus importantes sur les zones exposées aux pluies dominantes ou pas du tout? Et pourquoi, il y avait plus de pathologies sur les piliers que sur les claustras qui semblaient être, armés? C'était pas du béton moulé d'après ce que j'ai compris. Est-ce que c'est une question de ciment ou, de positionnement de l'armature? Voilà, puis j'ai une dernière question sur l'origine des granulats, d'où viennent les granulats de votre, restauration? Bon, ça fait beaucoup de questions et je vous laisse. J'aime beaucoup de questions. Alors sur les le risque d'effondrement, c'était plus un ressenti qu'un élément, rationnel, mais on avait quand même cette mise au calcul dans le cadre sismique, heu, qui nous indiquait que il y avait un risque de déstabilisation importante en ce qui concerne, principalement les remplissages. Mais bon, pour répondre à votre question, donc c'était plus un ressenti qu'un élément, chiffrable, quantifiable. En ce qui concerne l'exposition, alors effectivement, on a eu traité de cette question de l'exposition à plusieurs sujets, sur la non pas sur les piliers principaux, dans la mesure où le parti était pris de les restituer, tous sur le même, les mêmes dispositions. Donc il y avait pas de quantité variable suivant l'exposition. Un pilier, c'est un pilier, et on a pu fait 8 fois le travail. Mais on a également, eu à considérer cette question de l'orientation sur la dégradation différentielle
des claustras, notamment en partie haute, avec leur, capacité à conserver les traces du badigeon du badigeon préexistant ou et de la dégradation, la mise à nu des granulats qui effectivement présentaient des dispositions assez compréhensibles, d'état beaucoup mieux conservés sur la face sud que les faces, est et ouest, donc qui sont plutôt dans l'axe des 2 vallées, où on avait des déshabillages de granulats beaucoup plus importants et un traitement différencié en ce qui concerne les patines, donc qui, conservent la trace de cette, heu, dégradation différenciée suivant l'orientation. En ce qui concerne les claustras, heu, le fait que les piliers principaux soient plus dégradés que les claustras, j'ai dit qu'ils étaient armés, attention, il y a un rond de 6 qui traverse le claustrat. Donc si c'est pas du béton armé, c'est du béton moulé, mais avec un élément, armé, mais de faible taille et assez protégé, car plutôt en retrait par rapport à l'équarrissage extérieur de la tour. Donc c'est logique que les claustras se soient mieux conservés, dans la mesure où ils étaient soumis à des efforts beaucoup bien moindres en ce qui concerne les aciers. Et enfin, pardon, il y avait une 4e question. L'origine des granulats de Ah oui, résorption. donc on a fait notre marché, donc on a sourcé les granulats, pour se rapprocher des dispositions anciennes, avec, des granulats qui viennent de Barreau, me semble-t-il, Barreau, Les Ouches. Il y avait 3, l'entreprise pourra plus précisément le traiter, l'indiquer dans le cadre de son intervention, cet après-midi. En tout cas, on a sélectionné les granulats. C'était une des raisons une des raisons qui nous a porté à favoriser la disposition de béton forain, où on a pu choisir indifféremment et de manière indissociée le ciment, et les granulats. D'autres questions? Oui, oui. Ricardo Giordano, architecte du patrimoine, architecte en chef de monuments historiques. François, tout d'abord, bravo et à toute l'équipe pour cette magnifique restauration qui va nous servir sans doute à tous lorsque confrontés à différents titres avec ce type de problématique. Moi, j'avais quelques questions, mais je ne sais pas en fait s'ils vont faire l'objet d'interventions successives. Donc, vous direz si c'est pas nécessaire. La première question, elle portait sur, tout à l'heure, on a entendu parler donc, d'un diagnostic, d'une reconnaissance d'inclinaison de la tour, donc de problématiques liées à son positionnement. Est-ce que celles-ci ont eu une incidence à un certain moment dans le choix de techniques ou d'éléments de mise en œuvre? Est-ce que par ailleurs, elles ont reçu enfin ce constat-là, a donné lieu à des nécessités de travaux à mettre en œuvre spécifiquement pour y pallier, ou pour y répondre. La deuxième question, c'était avec la technique de repousser les armatures, donc de refaire les armatures, pour le pilier, est-ce qu'elle a été conduite sur la totalité des armatures, donc sur la totalité de la hauteur du pilier? Est-ce qu'il y a eu quelques difficultés particulières pour reliaisonner ces nouvelles armatures avec les armatures conservées par ailleurs? Et puis, il y avait un dernier point qui est, mais peut-être effectivement ça fera l'objet d'une présentation ultérieure. J'ai entendu parler de Padigeon, et du coup, c'est vraiment un large spectre, d'études, et en particulier sur l'œuvre de Perret. Sur le 2 derniers points, je pense que François en parlera cet après-midi. Restons-en sur le problème de technique. J'ai retenu 3 questions. En fait, ce sont les questions que tu poses correspondent à des points qui n'ont pas fait partie de la tranche d'essai, par contre ont été traités. En ce qui concerne donc la question de la tour qui penche, donc c'est un fait qui était connu et qui a fait l'objet de travaux que j'ai pas évoqués, dans la mesure où ce matin, j'ai limité mon propos à la tranche d'essai. Donc on a fait une reprise en sous-œuvre complète
de la tour en reconstituant des fondations par la technique de jet grouting pour stabiliser les mouvements qui étaient évolutifs. On n'avait pas une déclinaison acquise stable, mais un phénomène évolutif qu'il fallait absolument traiter et donc qui a fait l'objet d'un dossier séparé, préalable, et des travaux de reprise en sous-œuvre par jet grouting. Et j'en parlerai cet après-midi. Deuxième question. Alors, en ce qui concerne le périmètre géographique des reprises, donc la totalité des parties extérieures des piliers, donc on verra la différence entre le traitement des parties intérieures et parties extérieures. La totalité des parties extérieures des 8 piliers principaux ont été reprises, donc sur 60 mètres. Les badigeons Avec une petite difficulté, c'était le raccord à réaliser en pied de tour, dans la mesure où les armatures, les ronds de 30 qui sortaient de l'étage de base de soubassement ont été conservés, donc dans leur dispositif position d'origine, alors qu'au-dessus, les fers ont été disposés plus à l'intérieur du nu du pilier. Donc on a une sorte de baïonnette qui nous a obligés à faire un petit ressaut dans le profil bas des piliers principaux. On a un ressaut qui correspond à la différence de nu entre les ferrailles de leur position en retrait du parement et les ferrailles d'origine qui ont été conservées, qui elles étaient plus d'en avant. Donc on a un artefact qui se voit peu dans la mesure où c'est juste au-dessus de la casquette, où on a une sorte d'effet de plainte qui permet le recouvrement des aciers conservés et émergents du soubassement et les aciers rapportés disposés de manière plus profonde. François, merci. Repose-toi, tu reprends à 14h, hein.